Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour si vous êtes sur le streaming audio qui passe en direct en ce moment. Bonsoir si vous êtes sur YouTube et que vous allez découvrir tout de suite ce 30e CPP sans présentateur attitré, Khaldrani, qui passe ce soir sa 238e nuit en prison à Koléa. Khaldrani auquel on souhaite la libération. Je me retourne en disant cela vers Amina Haddad qui s'occupe de la question des répressions et des soutiens aux détenus. Amina, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va évoquer ce sujet parce que c'est un angle mort derrière la pandémie, derrière la vacance du pouvoir en Algérie, derrière les bruits de bottes et les risques de guerre sur les frontières avec notamment maintenant la question du Polisario et du Maroc. Il y a toujours ce rouleau compresseur de la répression qui se poursuit. On va en parler aussi avec Jafar Lakhdari. Jafar Lakhdari, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hassan Mouali, bonjour. Bonjour. Journaliste bonsoir. de long cours du Café Presse Politique. Merci. Voilà. Et de Tunis, nous aurons à nouveau le plaisir d'accueillir Raouf Farah, chercheur en géopolitique, chercheur et analyste, qui interviendra tout à l'heure avec nous pour nous aider à comprendre les enjeux de la crise, l'exacerbation des tensions entre le Maroc et la Tunisie et le risque de guerre, le Maroc et la Tunisie. Le Maroc et le Polisario, c'est parce qu'il est en Tunisie que j'ai dit ça. En ce moment et qui nous interpelle tous dans le contexte politique très très tendu que nous vivons aujourd'hui. Merci encore d'être avec nous, merci à tous. Nous allons entamer donc ce numéro-là par ce que moi je considère comme étant un vrai coup de gueule, ce qui s'est passé cette semaine à Gouraya. Le Premier ministre a décidé qu'il y avait eu un complot, que des Algériens ont allumé le feu exprès et de proche en proche, ces Algériens se sont avérés être des hirakistes. Et de proche en proche, ces hirakistes se sont avérés être des mains de l'étranger, puisque le procureur de la République, toute honte bue, à Chelchel, a parlé de virements et a essayé d'impliquer des personnes. Nous sommes, et ça c'est moi qui l'assume, dans le pire de la caricature de l'État barbouzard. Alors quand on est dans ce type de scénario, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur un scénario kafkaïen. Il y a un étudiant qui s'appelle Qays Ould-Ammar, qui est un hirakiste connu, qui a participé au piquet qui a accueilli le Premier ministre quand il est arrivé sur place. Et il y a une dimension de règlement de compte personnel dans cette histoire, parce que Djerad Abdelaziz Djerad, Premier ministre, en arrivant là-bas, avait parlé de possibilités de complot. En repartant, il a dit que c'était un complot obligatoire sur 10 wilayas, les incendies. Et de proche en proche, c'est devenu le procès de ceux qui l'ont accueilli en le houspillant, en le chahutant, parce qu'on est dans un contexte où on est toujours dans le Hirak, les gens ont tendance à l'oublier. Et puis il y a eu l'incendie, il y a eu un retard de prise en charge, etc. Et c'est devenu un règlement de compte personnel qui a suscité la réaction. Désolé d'avoir été aussi lent dans cette introduction, parce que c'est vraiment un coup de gueule et ça devient extrêmement préoccupant. Et il y a eu la réaction de Abdelnour Aïd Saïd, un autre étudiant, ami de Qays Ould-Ammar, qui a, sur les antennes de Radio M, réagi spontanément à l'annonce de la mise en mandat de dépôt de son ami, de l'étudiant hirakiste Qays Ould-Ammar, à côté de 18 autres personnes chez qui on a trouvé des briquets à Gouraya. Voilà. Donc on va écouter Abdelnour. السلام عليكم. ما نتحدث على الثراء يعني البارحه للاسف الشديد تم وضع اكثر من 19 شخص رهن حبس المؤقت، منهم الطالب بجامعه دال ابراهيم قيس ولد عمار المعروف بنضاله في الحراك الشعبي، وايضا بمساعدة العائلات المنكوبه خاصه في الحجر الصحي. نملك الخلفيات التي اولا في يوم الاثنين الماضي، حيث اعتقل بعد وقفة تضامنية مع ناسين. الإنسان اللي قال في زيارة جواد الأخيرة قال هذه حجرة، وتم إيداعه والحبس المؤقت. تم اعتقاله وتم إطلاق سراحه حوالي الساعة 10:30
الطالب لم يتوجه إلى المنزل تاعو وتوجه مباشرة إلى مركز مساعدة العائلات المنكوبة والمتضررة من الحرائق وواصل عمله في مساعدتهم. ثم تلقى يوم بعد ذلك استدعاء إلى مصلحة الجريمة الإلكترونية بتيبازا. توجه نحوها يوم الخميس حوالي الساعة 15 حوالي الساعة 3 مساء زوالا، حيث بقي هنالك ولم يطلق سراحه بعد أن قيل له أن الأمر مجرد تحقيق مدته ساعة فقط. بقي رهن الحبس رهن يعني لاغاردافي أكثر من 72 ساعة، يعني ديباسات 72 ساعة. بالجمعة ولا بالسبت داروا له بيركيزيسيون للمنزل تاعو. واش كانوا يبحثوا؟ الله اعلم. كانوا يبحثوا على الانشطه متعلقه بالخارج واسمه كانهم يتحدثون عن ارهابي وليس عن طالب جامعي. للاسف الشديد لم يقدم يوم الاحد امام وكيل جمهوريه، وقدم البارحه امام وكيل جمهوريه ثم الى قاضي تحقيق، حيث امر بحبسه بتهمتي التحريض على التجمع غير مسلح وجناية المساس بأمن واستقرار الدولة. Amina Haddad, à quoi assistons exactement nous aujourd'hui? On voit bien que c'est un dérapage supplémentaire. Aujourd'hui, quand on veut coller au Hirak de Goura, il y a du Hirak partout en Algérie, dans toutes les wilayas, quasiment dans toutes les communes, aux acteurs locaux qui se sont mobilisés pour l'extinction des feux, qui ont aidé les familles qui ont subi ces incendies et qui ont accueilli le Premier ministre comme il devait être accueilli dans un pays où la colère gronde. Et on essaie de les faire passer pour ceux qui ont allumé le feu avec l'aide de l'étranger. C'est un crève-cœur, le cas de Qaïs, c'est ce qui lui est arrivé depuis jeudi dernier, mais ce n'est pas sans nous rappeler d'autres crève-cœurs, d'autres retentissements dans le traitement d'affaires aussi, qui reposent sur des éléments aussi fallacieux, paraissant presque inintelligibles, presque surréalistes. Rappelez-vous le tunnel des facs. Avant de le fermer, on a entendu parler de discussions discrètes ayant pour but la mise en danger de la défense nationale, qu'on aurait retrouvé des traces de ces... Enfin, qu'est-ce qui a abouti sur l'Ayad el-Kharijia par la suite, etc. C'est des soubresauts comme ça de thèses qui sont des hécatombes qui emportent dans leur sillage des destins de vie. Donc, l'étudiant Qaïs, j'ai été frappée, en dehors de toutes les nouvelles qui nous sont parvenues au fur et à mesure jusqu'à son procès, où le verdict a été prononcé, enfin sa mise en dépôt n'a été prononcée qu'à 2h du matin. Donc c'était un calvaire qui a été vécu par tout son entourage proche et les gens qui se sont rendus sur place pour le soutenir, etc. Une image, je l'ai vue après par la suite. Moi, je ne regarde pas directement les chaînes que l'on connaît, sinistrement. Mais par contre, on n'est pas à l'abri de trouver leurs traces sur les réseaux sociaux et sur les choses qu'on consulte. Et Qaïs s'est retrouvé face au mur, dans une posture verticale néanmoins. C'est le seul à avoir la tête bien droitement levée. Mais au milieu de ces 19 co-prévenus, de toute façon, il n'y a pas encore d'instruction, il n'y a pas encore d'enquête, donc on n'a pas le droit de se prononcer. Supposé être pyromane. Supposé être pyromane. Avec des commentaires que je me passerai de relayer ici, parce que vraiment, ça serait propager l'insupportable. C'est quoi, c'est comme scénario? Ça, c'est même pas un scénario, c'est juste dans ce que vous appeliez tout à l'heure comme le rouleau compresseur. Maintenant, le rouleau compresseur, c'est un broyeur qui ne fait aucune distinction. J'ai essayé, par rapport à mon invitation à venir participer à cette émission, j'ai été un petit peu distraite ces derniers temps pour un enlisement personnel et professionnel. C'est pas parce qu'il y a moins de détenus. Justement pas. Et j'ai essayé pour pas être désobligeante, de réviser, comme je t'ai dit hier au téléphone. Et j'étais en train de retracer à partir du 18 hier, le 17, le 16. C'est terrible, cette carte, c'est un recensement qui est schématisé, je ne sais pas, voilà, qui est schématisé toutes les semaines par Reda Macho
à l'occasion de l'actualisation des listes des prévenus, puis à chaque fois, il schématise en mettant la carte de l'Algérie et les détenus de quelle wilaya ils sont issus. عندنا هذا التريو غانيون تاع المساس بأمن الثورة، تحريض على التجمهر، أمن الدولة، أمن الثورة جدي، أمن الدولة والتحريض على التجمهر، incitation à attroupement non armé et atteinte à corps constitué. Une espèce de trio gagnant, un fourre-tout dans lequel on met toutes sortes de choses. De mon parcours, de toutes les affaires, de la dernière semaine, il y a eu des procès en appel, il y a eu des procès. Toujours, on maintient les gens en détention en leur attribuant, quand il n'y a pas une formulation d'un délit, ils bénéficient de ces trois coups de massue. Et tout ce qui est criminalisant, parfois, par exemple, il y a eu plusieurs affaires hier où les gens ont passé des mois, voire un an pour celui de Skikda, de détention préventive, et à la fin, on le relaxe de ces délits, bon, j'éviterai d'être très précise juridiquement parlant, mais fallacieux, qui ne tiennent pas la route et qui ne sont pas corroborés par une confirmation suite à une enquête, ou là, si jamais les enquêtes sont faites. Donc, qui va rembourser tout ça? Rembourser, je mets ça entre guillemets, qui va compenser? Là, il faut saluer quand même l'attitude du juge qui aurait pu faire autre chose. Parce que souvent, les juges dans ces situations-là, ils prennent une peine avec sursis et une peine ferme qui est couverte par la, voilà, c'est ça. Par la détention provisoire. Comme ça, oui. Que dire Le rouleau compresseur se poursuit. Oui, il est écrasant. Tazarat, il a été mis en délibéré hier, à Arbo. Le procès en appel. Oui. On a vraiment le sentiment que... alors, on est dans un contexte extrêmement sérieux, extrêmement grave, celui de la pandémie, où encore plus qu'au mois de mars dernier, il y a besoin de faire de calmer les esprits, de se recentrer sur l'essentiel, de solidarité, de se solidariser, d'être près des personnes vulnérables, de peut-être se déployer aussi pour aider les personnes touchées. Et on a le système de santé qui est sur le point de s'écrouler. Ce n'est pas être alarmiste que de dire ça aujourd'hui. Et on a ce sentiment que, par contre, la machine judiciaire, les sécuritaires, eux, fonctionnent à plein carburant. Personnellement, je ne sais pas si c'est du masochisme ou de l'incompétence, tout simplement. C'est vrai que, comme tu le dis si bien, Hassan, le contexte actuel plaide pour une détente. Mais en plein, la pandémie du coronavirus, elle devient très dangereuse. Il nous annonce 1000 contaminations par jour, mais la réalité, c'est qu'il n'y aurait que plus de 2000 ou 3000 et tout. Donc, voilà. Pas de plus de 2000 ou 3000. Il y a le médecin qui a rapporté une enquête sur la wilaya d'Alger. Je pense qu'il a été un peu très loin. 10 000 cas, et je pense qu'on est plus près de la réalité dans ce cas. Voilà, si on compare avec le Maroc, on a à peu près le nombre d'habitants, 42, 45 millions, ils sont à 5 000. Donc on n'est pas loin, donc c'est terrible. Non pas, bon, le chiffre par rapport aux autres pays, il est moindre, mais par rapport aux structures d'accueil et les moyens disponibles en Algérie, c'est la cata. Nous tous dans nos entourages, des gens qui sont malades, ils ne sont pas forcément recensés dans le... Bon, je ferme la parenthèse. C'est pour dire que un État, un gouvernement, un pouvoir sérieux et soucieux de la stabilité du pays, il ne va pas envoyer des jeunes en tôle dans ce contexte pareil, qui est rendu encore plus explosif avec ce qui se passe au Sahara occidental. Il y a un risque sérieux quand on nous impose une guerre. L'Algérie est-elle préparée pour faire face à une guerre pareille? Donc, voilà, pour revenir à cette histoire de complot, à chaque fois qu'on ne trouve pas quoi coller à un jeune manifestant, un jeune du Hirak, on lui sort la main étrangère. Mais donnez-nous les preuves qu'il y a véritablement une main étrangère. Prouvez, il faut qu'il y ait une traçabilité que ce jeune homme, un étudiant Yahajaba, qui était en train d'aider à éteindre le feu, on le prend pour un relais du Barzounou, je ne sais qui. Mais vous nous prenez pour qui? Voilà, moi je pense que c'est de l'incompétence jumelée, couplée à une perte de la boussole. Ils ne savent pas trop quoi. Et là, forcément, on va reparler tout à l'heure certainement de l'absence du président. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, donc du coup, déjà avant c'était flou, c'était à tâtons. Là, ça l'est encore plus.
Donc, véritablement, ça craint une double crise sanitaire financière avec la poursuite de la répression. Donc, le peuple algérien, il est sur les nerfs. Il est sur les nerfs. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette politique répressive qui continue en plein drame national? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Dites si ces 18 jeunes que vous avez arrêtés et jetés en tôle sont de mèche avec les services marocains, dites-le, expliquez-nous, donnez des arguments. Comme vous avez qualifié de Khaldrani, de Khbarji, on a les preuves. Moi personnellement, j'aime mon pays. S'il s'avère qu'un Algérien, quel qu'il soit, est de mèche avec les services étrangers et tout, qu'on lui inflige une peine capitale. Mais on ne joue pas avec ça. Il ne faut pas que ça soit un jeu d'enfant. Dès que un jeune, on a tous vu la scène de Djerad, le Premier ministre à Tipaza, il a été très très mal reçu. S'attendait-il à ce qu'il soit reçu avec des fleurs et les huyos? Je suis désolé, c'est un ballon complètement effacé. On n'a pas l'impression qu'il y a un pilote dans l'avion. Les Algériens se posent des questions. Le gars, il lui dit Hougra, c'est le Hougra, c'est le Hougra. Moi, j'aurais été Premier ministre, je serais allé directement le voir ce jeune, discuter avec lui, qu'est-ce qui se passe, et essayer de. Et c'est comme ça que les Algériens vont apprécier l'action de l'État à travers ses représentants, son deuxième représentant, en l'occurrence le Premier ministre. Et qu'est-ce qu'on fait? On le convoque à la gendarmerie, on l'envoie en tôle. Ça craint vraiment. Moi, personnellement, mon sentiment, c'est que l'Aïstar, à Demakan. Voilà. Jafar Al-Khdari, le seul logiciel qui fonctionne, tu dirais que c'est celui de la répression, ou ça repose sur une cohérence politique globale, c'est celle de faire passer quand même une feuille de route politique? Feuille de route, certainement pas. De toute façon, la feuille de route, elle s'est arrêtée au référendum. Ils n'ont pas. Donc aujourd'hui, on est dans un vide clair, politique, avec en plus, cerise sur le gâteau, la vacance, au sommet du pouvoir du président pour la raison que l'on connaît, sachant que dans ce système institutionnel présidentialiste, il est la clé de voûte des institutions. Donc on a un petit peu comme un poulet sans tête là, qui est en train de courir et qui applique une politique répressive, sans trop savoir pourquoi, avec des méthodes de basse police. Et comme tous les pays, comme tous les régimes autoritaires aux abois, agitant la main de l'étranger, et qui se contredit eux-mêmes, parce qu'il y a eu une communication officielle du procureur Zordi Paza, qui dans un premier temps avait évoqué une escroquerie à l'assurance, et donc officiellement, et puis après c'est devenu un complot étranger. Alors il faudrait savoir, c'est ça ou ça, c'est une escroquerie à l'assurance ou c'est un grand complot étranger. Bon, tout ça n'est pas sérieux, et ça nous rend extrêmement inquiets en tant que citoyens sur la suite, parce qu'on voit bien qu'il y a une gestion complètement désordonnée, et on y reviendra, et de la pandémie, et de la situation économique, et du tout politique, dans un contexte effectivement très déstabilisé. Alors pour peut-être avancer et clore ce chapitre de la répression qui se poursuit, si le pouvoir devait, on ne sait plus comment le qualifier, devait faire un geste d'apaisement, combien de détenus il serait amené à élargir, à libérer? Alors, on peut pas, si on parle de mesures d'apaisement concernant la question des détenus d'opinion, qui est une question centrale, incontournable et viscérale. Il n'y a que Zermaté qui l'a peut-être pas compris. Tant pis pour lui. On est dans un décompte de 90 personnes actuellement dans les prisons, à travers ou issus de 29 wilayas à travers tout le territoire national. Et d'autres, je ne sais pas combien de personnes font l'objet de poursuites judiciaires. C'est vrai que dans un temps antérieur que je ne saurais situer en mois ou en jours, on envisageait la mesure d'apaisement par un effet immédiat en disant qu'il était à la portée du pouvoir nouvellement installé, peu importe comment, de faire fi de son ressentiment et, bon l'an, mal l'an, même par hypocrisie, l'utiliser comme un instrument, si vous voulez, de mise en confiance et idées, même si c'était faux, même faussement on l'aurait admis parce qu'il y serait allé de la vie des gens et de leur destin, de leur destinée. Eh bien, ça n'a pas été fait. Bon, maintenant, si on peut donner des dimensions à ce que serait une mesure d'apaisement, parce que ça n'est même plus, c'est maintenant une mesure salutaire
je pense, et d'intérêt national. Si ça devait prendre plusieurs dimensions, elle serait à effet immédiat, c'est-à-dire faire sortir toutes les personnes qui se rejoignent dans ce genre de jugement et d'accusation, mais aussi un effet de compensation, de réhabilitation dans leurs droits et donc c'est plus qu'une preuve de bonne foi superficielle maintenant qu'il faut, mais une vraie démonstration de l'intention de faire autrement et d'aller vers une issue salutaire pour tous. Alors, une vraie démonstration de faire autrement, ce serait un autre agenda politique, en fait. Ah oui. Absolument. Un autre agenda politique. Il y avait sur le plateau du Café Presse Politique jeudi dernier, parce que bon, c'est la deuxième fois que nous enregistrons cette émission le jeudi pour raison de couvre-feu. Il y avait Mohsen Belabès, le président du RCD et RCD membre du PAD, qui a appelé à une conférence nationale pour faire face à l'urgence nationale, qui est la pandémie, avec évidemment la pandémie, l'absence du président, la maladie, etc., avec une feuille de route qui est un peu celle qu'on a ratée en été 2019. Celle qu'on a ratée, c'est-à-dire aller dans une autre direction. Or, il se trouve que qui peut engager la question de l'absence du président fait que cette feuille de route, ce nouvel agenda, on ne sait pas qui peut l'engager, puisque justement, il se trouve que Abdelmadjid Tebboune étant absent, on a le sentiment que pour engager une nouvelle feuille de route, il faut régler le problème de la case Moradia. On revient toujours à la case de Moradia. Et la case de Moradia, telle que c'est parti, soit elle va être inoccupée, donc on est obligé de faire de nouvelles élections, soit elle va être mal occupée, un peu dans le scénario de si on en arrive à reproduire. Donc, est-ce qu'un agenda politique de type nouveau, c'est-à-dire qui tend la main à l'opinion, à la société, au Hirak et aux acteurs émergents qui veulent une transition démocratique, est-ce que ce nouvel agenda peut être engagé compte tenu de la maladie, l'absence probablement longue du président Tebboune? Je crois qu'elle est inévitable, elle est indépassable, cette option, parce que on voit bien qu'il y a une impasse à tous les niveaux. À tous les étages, il y a du pouvoir, il y a un problème. Donc à ce moment-là, il faut impérativement qu'il y ait une nouvelle offre politique. Et en creux, c'est une reconnaissance de l'échec de la politique qui a été menée jusque-là. Et le pouvoir, les faiseurs, les décideurs, les vrais décideurs vont se rendre compte que le Hirak, le peuple algérien, est indépassable. On ne peut pas concevoir une solution à la crise, à l'impasse actuelle, sans le Hirak. Vous avez beau le diaboliser, il vous reviendra. Le Hirak, c'est la solution. C'est la solution. Donc, oui, l'appel lancé par Mohsen Belabès, en fait, je crois que c'est une plateforme qui a été déjà adoptée au RCD il y a quelques mois déjà, mais c'est à peu près ce que nous pensons tous. On voit bien que le processus qui a débouché sur le 12-12, puis l'incroyable déculotté du 1er novembre, c'est un échec total. Donc il faut embrayer sur une autre perspective plus porteuse, plus vertueuse, à même de ressouder le pays, le remettre sur rail avec un vrai dialogue, c'est-à-dire que revenir à la case de départ pour démarrer sur de bonnes bases. Après, effectivement, il y a deux soucis. Le souci, c'est la santé du président. Malheureusement, comme une malédiction, on a vécu ça pendant 6 ans avec Bouteflika, et on le revit actuellement. Nous souhaitons tous à ce que le président Tebboune revienne et qu'il pilote lui-même ce changement, parce que moi, je le souhaite, personnellement. Je préfère que tu dises que tu le souhaites, toi, oui. Je le souhaite. Qu'il revienne à sa famille. Bon, qu'il dit plusieurs fois à cette antenne, évidemment, on le souhaite à tout le monde. À tous ceux qui sont malades, de guérir et de revenir à la famille. Qu'il pilote l'Algérie, est-ce qu'il faut le souhaiter? Attends, c'est pas ce que je dis, Hassan. Moi, je souhaite qu'il revienne à sa famille d'abord, humainement, qu'il revienne à sa fonction, mais qu'il l'assume avec les vrais décideurs, qu'ils assument. Je vais être naïf de croire qu'il y a une possibilité que le pouvoir tire les conclusions, d'abord pas de la pandémie, mais du 1er novembre, de ce qui s'est passé le 1er novembre, que c'est une impasse. L'Algérie va droit au mur, donc ils vont se dire, on va essayer de faire nous vendre une option politique, même s'ils vont nous préparer un exposé des motifs qui n'est pas tout à fait conforme à la réalité, mais on va dire, on va changer. Effectivement, nous avons pris compte du fait que le 1er novembre, seuls 23% des Algériens ont voté, encore que 15% ont dit oui. Donc, quelque part politiquement, il faut tirer des conclusions. On change tout, on change le processus. Il faut amener les 85% des Algériens qui ne se sont pas inscrits dans cette option politique.
politique. C'est intelligent et c'est sage, je veux dire. Moi, on les conseille de faire ça, parce que nous, en tant qu'Algériens, nous ne demandons qu'à ce qu'il y ait une solution. Quitte à ce qu'ils ne reconnaissent pas directement qu'ils ont échoué, mais partez. Comme tu l'as dit un jour sur Ouïa, partez, s'il vous plaît, partez. Tu étais sur le bord de la caméra, tu étais à côté de moi. Oui, j'étais là. Donc, partez, tant mieux à quelque chose malheureux. Bon, Monsieur Tebboune, à sa place, j'aurais tiré les conclusions, je m'en vais, 23%, 8 mois après mon élection, c'est pas du tout glorieux, il a les pieds et les poings liés, donc il faut refaire, il faut mettre un peu de détente dans ce pays, il faut libérer tous les détenus du Hirak, tout le monde, sans Est-ce que les décideurs, les vrais détenteurs du pouvoir vont attendre le retour de Tebboune pour déployer une nouvelle feuille de route? Attends, si tu permets, Hassan, juste un truc. Moi, pourquoi je souhaite le retour de Tebboune, c'est pour donner un cachet un peu officiel, politique à la solution, et non pas les militaires qui vont décider. Le syndrome de Gates Salah, il me pèse beaucoup, donc je ne souhaite pas, parce que c'est la seule précision importante qui peut. Voilà. C'est une précision importante. Alors, qui pour piloter éventuellement une nouvelle feuille de route politique du pouvoir? Karim Younes. Sur un plan institutionnel, effectivement, c'est pas clair, hein, parce que rien ne prévoit encore une fois cette situation. Si l'empêchement du président perdure, il y aura des procédures d'intérim, et on sait très bien qui devrait être amené à assurer l'intérim constitutionnellement, et c'est plutôt un sujet d'inquiétude. Mais le fond du problème, à mon avis, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est effectivement, je suis d'accord avec moi pour une fois, c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est un point fondamental qui met un terme d'ailleurs à tout un débat interne porté par le régime qui disait bon, c'est vrai qu'il y a le Hirak, mais c'est variable, il ne représente pas l'Algérie, il y en a de moins en moins, la majorité silencieuse est ailleurs, on a même eu un écrivain célèbre qui disait l'Algérie profonde n'est pas avec vous, etc. Puis là, c'est l'effondrement de toute cette thèse. Et aujourd'hui, c'est clair, urbi et orbi, l'Algérie profonde, urbaine, qui s'exprime politiquement, refuse catégoriquement ce régime. C'est clair. Donc maintenant, c'est ça la situation. Le vrai vide, il est là. Il est là, le vrai vide. Et c'est officiel. On peut pas se masquer. Quand on a 85% qui ont dit non, qui ne se sont pas déplacés, avec tous les moyens qui ont été mis à la disposition du régime pour faire passer sa feuille de route, dont ça, c'était le point essentiel, eh bien, on est dans un vide. Et le vide, il est là. Même si le président était là, qu'aurait-il fait ? Est-ce qu'il se serait lui-même démis sur son ? J'en doute. Parce qu'effectivement, derrière, et donc là, c'est là qu'on a une fuite en avant dans la répression, mais qui est une répression molle. Il ne faut pas non plus exagérer. On n'est pas dans une répression de masse. On voit bien qu'on est dans une hésitation, dans un flou. On ne sait plus très bien quoi faire. Et c'est d'autant plus dangereux que, comme on l'a dit, on a des crises majeures. D'abord, cette crise de légitimité politique qui continue, qui a commencé avec la crise du 5e mandat, mais qui continue, qui est toujours là. La crise sociale, la crise économique, la pandémie et la crise régionale qui aujourd'hui connaît un regain de tension avec un 3e foyer de tension à nos frontières. On en avait déjà 2, c'était déjà beaucoup, et on en a un 3e qui arrive. Dans ces conditions, il est clair qu'on ne peut pas se passer d'une adhésion populaire à un régime. C'est ça le fond du problème. Il faut aujourd'hui régler la légitimité parce que sinon, on ne pourra pas faire à cette crise multiforme. Et pour cela, effectivement, il faut, alors je ne connais pas exactement la solution, mais il faudrait effectivement une autorité, un gouvernement technique qui mettrait en place les solutions d'apaisement par rapport à la répression, mettrait en place les éléments concernant la revendication profonde et réaffirmée avec le référendum du 1er novembre du changement institutionnel, du changement démocratique, et à ce moment-là, qui aurait une certaine adhésion, une certaine légitimité. Alors, ce que nous avons entendu de chez Hassan et Jafar Amina, c'est que ce qui est en train de se dérouler peut être une opportunité, l'absence du président, peut être une opportunité pour un nouveau départ. Avec un nouveau paradigme. Est-ce que c'est ce que tu retiens en premier ou est-ce que tu retiens plutôt le risque supplémentaire que cela peut causer dans le contexte aujourd'hui, notamment pour les détenus, évidemment, parce qu'il n'y aura personne pour prononcer des mesures d'élargissement, etc., mais aussi pour la gestion de la pandémie, et on va le voir dans quelques minutes pour le conflit au Sahara occidental. Qu'est-ce que tu retiens le plus, l'opportunité ou le risque ? En fait,
J'évite toujours d'avoir une approche circonstanciée face à la complication de la situation qu'on vit. Si, justement, je pense que ça rejoint un paradigme qui est légèrement faux ou en décalage. Si on pense que la prise en charge des multiples crises qui fragilisent en ce moment le pays n'est que sécuritaire, c'est une fausseté qui a engendré les dégâts que l'on connaît. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de... Est-ce que ça te fait peur, l'absence de Tebboune? Est-ce que c'est un risque supplémentaire? J'ai du mal à répondre oui, que l'absence de Tebboune me fait peur. Ou est-ce que ça ouvre... Pour toi, ça ouvre... Ça peut être un nouveau commencement. C'est qu'on a raté l'été dernier, l'été 2019, une transition démocratique avec peut-être, je sais pas, à un moment donné, on avait parlé de Rahabi comme Premier ministre pour conduire une transition, et il se dit qu'il a été approché pour conduire, et qu'il n'a pas pu se mettre d'accord avec le patron, le taulier à ce moment-là, Ahmed Gaël Saleh, qui disait présidentielle sous cette condition, pas de mesure d'élargissement, etc. Est-ce que c'est pas une nouvelle opportunité? Ou est-ce que, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est plutôt une crise, tout simplement, et un risque supplémentaire? Oui. Ce que je peux supposer ou en arriver à souhaiter, c'est que dans l'affolement que peut provoquer cette situation, qui met en déséquilibre tout un processus déjà au départ bancal, mais qui vient avoir un coup porté par la maladie du chef de l'État, qui est un scénario que l'on connaît que trop bien, qui est déjà représente un traumatisme collectif de par ses aspects. Déjà, on en déroule les étapes et on a déjà vu ça, et c'est très difficile à faire passer maintenant. Ça ne peut qu'aggraver de toute manière, parce que moi j'ai peur d'une chose, j'ai peur que cela suscite, autant que c'est un scénario que l'on connaît, autant j'ai peur que l'on reproduise des solutions tirées de l'arsenal habituel des tenants du pouvoir. C'est-à-dire qu'on aille parer à la vacance du pouvoir par l'application de l'article 102 ou là par la précipitation d'une élection présidentielle. En fait, tant que il n'y a pas il n'y a pas de formulation, même dans les éléments de langage du pouvoir, et qui a tendance à l'écarter systématiquement, de formulation se rapportant à une période de transition démocratique, invitant à sa discussion les principes d'un vrai dialogue national, la restitution d'un minimum de conditions pour que ça tienne la route et qu'on mette en confiance les différents partenaires. Peut-être que c'est une opportunité. Pas pour nous. Nous, on est dans une dynamique cohérente, une dynamique qui s'est séparée volontairement du front de contestation qui est celui populaire, qui est celui de la rue, et qui a été se déployer dans d'autres espaces, qui a été provoquer des mises en réseau, des mises en lien des gens, des ressources du Hirak, pour tracer déjà une trajectoire. Nida 22, dont tu es une des signataires. Voilà, je parlais de Nida 22, qui est l'aboutissement d'un processus d'initiative regroupant des ressources du Hirak et autant d'opérateurs, d'acteurs sociaux, visant à mettre en place un dialogue national et fomenter un contexte favorable à une conférence nationale. Et le principe qui est défendu aussi par l'autre front contestataire, qui est le front politique, donc le PAD, qui se rejoignent à peu près sur les mêmes valeurs, les mêmes principes. Donc, s'il y a opportunité, elle serait à saisir de l'autre côté, avec le minimum d'intelligence qu'on peut supposer restant encore de l'autre côté. Voilà. Raouf Farah, alors vu de Tunis, l'expert, le chercheur, analyste en géopolitique, un contexte comme celui-là, il va, selon vous, déclencher l'article 102 ou il va déclencher une opportunité nouvelle pour un dialogue national? L'article 102, ça signifierait qu'il y ait une transition semblable, enfin qu'il n'y aurait pas de transition, qu'on resterait dans le cadre de la Constitution, celle d'aujourd'hui, celle de 2016, et qu'on aurait un nouveau candidat de l'ANP à élire, entre guillemets, à installer à Al-Mouradia. Vu la nature opaque du régime algérien, il est extrêmement difficile de se prononcer de manière directe sur ce point. Mais chose est certaine, et peut-être ça rejoint la question que tu as posée tout à l'heure, Ihsan. Personnellement, je considère que
actuellement l'absence du chef d'État Tebboune et non pas du président est une absence qui peut donner lieu à une opportunité d'ouvrir, c'est que l'Algérie ne peut plus avancer. Elle est un train immobile sans le Hirak. Depuis le 22 février, sa volonté, sa soif d'un état de droit et d'une démocratie. Maintenant, c'est au tenant du pouvoir, et on peut le dire qui ils sont, l'État prendre des décisions et des responsabilités face à un incertain et extrêmement dangereux. Oui, Raouf, on a eu un petit problème technique pendant que tu parlais, mais je pense qu'on a compris l'essentiel de ta réponse. Alors, l'autre question qu'on a envie d'engager, et on va l'engager tout de suite parce qu'on a avancé dans cette émission, c'est une des conséquences de cette paralysie du régime en Algérie autour de la du président. Est-ce qu'elle n'aura pas comme conséquence de changer la donne au Sahara occidental en donnant une marge de manœuvre au Polisario qu'il ne pouvait pas avoir auparavant, et qui fait qu'aujourd'hui, le Polisario a décidé de répondre par la déclaration de la fin du respect du cessez-le-feu de 1981 suite à l'incident de Guergarat et le choix des forces armées royales marocaines de passer au-delà du mur pour rétablir la circulation commerciale entre le Sahara occidental occupé et le Maroc. Donc je reformule ma question, ça te permet de nous planter le décor. Est-ce que l'Algérie va laisser le Polisario faire ? Laisser le Polisario faire quoi? Ce qui vient d'annoncer. C'est une question qui me paraît un peu... C'est-à-dire la guerre? Oui, il me semble. C'est très difficile de se projeter dès maintenant. Je pense que le Polisario, en tout cas la tentative actuelle d'organiser une guerre qui n'est pas une guerre classique d'affrontement, mais plutôt des attaques précises et spécifiques à des lieux déterminés le long du mur de séparation entre le Maroc et le Sahara occidental, est une tentative de réactiver, de dégeler le conflit, à la fois sur le plan diplomatique et international, mais aussi au sein de la société en elle-même. Le Polisario est exaspéré du statu quo ni guerre ni paix qui aujourd'hui prévaut dans ce contexte-là. Et l'Algérie, elle est restée pour l'instant sur une position officielle qui me paraît moins cohérente pour dire le règlement de ce conflit date de 45 ans. C'est à l'ONU de prendre ses responsabilités. C'est à l'ONU d'organiser, de mettre en place des mécanismes politiques qui permettront au peuple sahraoui, de manière souveraine, de choisir entre soit l'intégration au Maroc ou l'indépendance, soit l'autonomie au sein du Maroc, soit l'indépendance. Raouf, je voudrais profiter, je rappelle que tu as signé un papier, une synthèse de la situation qui a amené à la reprise de ce conflit, en tous les cas au risque de reprise de ce conflit. On espère qu'on n'en arrivera pas là. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est le statut de point de passage de Guergarat et est-ce que le flux commercial qui a été interrompu ces derniers mois est quelque chose qui est prévu dans l'accord de cessez-le-feu, qui est dans son droit? Est-ce que des camions ont le droit de passer? Et est-ce que, en l'occurrence, des Sahraouis étaient dans leur bon droit de les en empêcher? Oui, alors la zone de Guergarat est un point stratégique à l'extrême sud du territoire du Sahara occidental qui permet de relier le Sahara occidental à la Mauritanie. Le Maroc l'utilise aujourd'hui comme étant une porte de sortie, un point de transit par lequel il achemine des milliers de tonnes de marchandises, de biens vers la ville de Nouadhibou, mais aussi vers toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est un point à la fois économiquement qui est important, mais aussi qui, sur le plan politique, présente un intérêt, c'est d'enclaver la partie contrôlée par le Polisario à l'est du mur. Le Polisario considère que la brèche de Guergarat est une brèche illégale parce qu'elle tombe dans une zone tampon
qui a été dessiné par l'accord de cessez-le-feu de 1991. Il y a eu par la suite l'accord militaire numéro 1 de 97-98 qui, lui, donne des précisions sur cette zone tampon-là. Et donc, pour le Polisario, la question de Guerguerat est à la fois une priorité sur le plan comme mobile pour réactiver un discours marocaine du territoire, mais aussi une volonté de dire stop à l'exploitation de nos ressources, stop à l'exploitation d'un point de passage qui n'a jamais été juridique. Oui. Jafar Lakhdari, qui avait intérêt à ce que le conflit au Sahara occidental sorte de l'oubli, parce qu'il n'est pas dans les radars des grands médias. On voit même encore jusqu'à aujourd'hui les grandes chaînes, notamment françaises, parler plus du conflit entre Addis Abeba et la dissidence du Tigré au nord de l'Éthiopie que des risques de guerre entre le Maroc et le Polisario. Qui avait intérêt à ce que ce dossier revienne en avant? On a le sentiment quand même un peu que le Polisario, ce que vient de dire Raouf, était exaspéré par l'enlisement de ces diplomatiques. Il a même évolué en faveur du Maroc. Vous pourrez le rappeler, la dernière résolution ne fait pas tout le temps un rappel du référendum d'autodétermination dans ses recommandations. Et donc, on peut imaginer que ce point de Guerguerat, l'incident de Guerguerat, a quand même été plus provoqué par le Polisario, même si c'était des civils qui s'étaient opposés à la sortie des camions. Et donc, le Polisario, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il s'est émancipé de la tutelle d'Alger. Tutelle peut-être pas politique, mais en termes diplomatiques, une tutelle qui, jusqu'à maintenant, l'amenait à la retenue. Disons, le Polisario s'est exprimé depuis longtemps, déjà depuis plus d'un an, sur la situation globale qui fait que les choses n'avancent pas, et a menacé à plusieurs reprises de reprendre des combats compte tenu des réticences marocaines à appliquer ce qu'il entend, lui, par les résolutions de l'ONU. Donc c'était annoncé. C'est pas, effectivement, on ne peut pas dire qu'ils aient pris les gens par surprise. Et d'ailleurs, on se demandait, parce qu'il y a eu plusieurs annonces très précises, très fortes, et qui n'ont pas été suivies d'effet, donc on ne comprenait pas très bien les choses. Alors peut-être qu'effectivement, dans le contexte de confusion globale, il n'est pas impossible de dire qu'ils ont pensé que c'était le bon moment pour faire quelque chose. Bon. Alors, quand tu dis est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont les moyens de forcer la main à Alger, ça, généralement, là, je n'y crois absolument pas. Le Polisario n'a absolument pas les moyens de mener cette guerre sans le soutien algérien. Ça, c'est une évidence. Il n'en a ni les moyens matériels, ni les moyens financiers, ni les moyens humains. Bon, ça, c'est si Alger dit stop, je ne veux pas d'un nouveau conflit à mes frontières, il y en a déjà 2. Difficile à gérer, c'est clair que ça s'arrêtera tout de suite. Maintenant, effectivement, si on met ça en rapport avec notre propre situation, il y a bien entendu des questions qu'on peut légitimement se poser. Quand on regarde les réseaux sociaux, on voit qu'il y a de tout. Il y en a qui appellent à la retenue. La position officielle de l'Algérie, qui est une position juste, c'est de dire appel à la retenue. Stop. C'est effectivement un problème complexe. Bon, je n'ai pas besoin de rappeler C'est pas ce que dit, c'est pas toujours ce que dit le chef d'état-major. Alors, justement, il y a plusieurs sons de cloche. Effectivement, il y en a qui disent ça peut pas durer. Et là, on sait, là, ça renvoie, et c'est un schéma classique dans les régimes autoritaires en perte de vitesse et de légitimité. Il y a peut-être une tentation d'une fuite en avant. Et c'est un grand classique de détourner une opinion qui n'a plus aucune estime et adhésion à un régime, que de créer. Je vous rappelle que notre histoire est concernée, puisque la conquête de l'Algérie par la France a été due justement à un schéma pareil. Charles X était complètement déconsidéré, et il a cru que la conquête de l'Algérie lui redonnerait une légitimité. Il est quand même tombé en même temps. Voilà, il est tombé en même temps que le truc. Bon, mais c'est un grand classique. Donc, bon, j'espère qu'on n'est pas dans ce schéma. Je pensais que tu allais dire, j'espère que le gouvernement va attendre, que le régime de Boun va aussi tomber en même temps que la guerre au Sahara. Il faut surtout pas la souhaiter. La pire des choses. La souhaiter. Est-ce que Alger est tenté par une diversion en laissant faire le Polisario au Maroc, au Sahara occidental?
Oui, pourquoi pas. Je crois que le contexte la sert parfaitement, sert le pouvoir en Algérie, même si je suis loin de penser que c'est l'Algérie qui a provoqué indirectement ça, ou alors que ce soit les Sahraouis eux-mêmes. Mais c'est vrai que les Sahraouis, ça leur permet de sortir de l'ombre. Depuis pratiquement, on va dire depuis 2013. Moi, j'ai suivi un petit peu le dossier. Depuis 2013, le Maroc a clairement dominé sur le plan diplomatique. Le fait est que même la MINURSO, dont la mission première est d'organiser, comme son nom l'indique d'ailleurs, un référendum d'autodétermination, a été conduite par le Maroc depuis 2014. C'est-à-dire qu'on est à la barre de ce qu'on appelle la communauté internationale. Donc le Maroc a clairement gagné sur le plan diplomatique. Ça permet, ce qui se passe en ce moment à Guerguelet, ça permet donc aux Sahraouis de réexister encore une fois. De montrer leur tête, parce que ils ont été écrasés. Même les pays africains qui étaient plus ou moins favorables au Sahara occidental, le Maroc via les Émirats les rachète. Il leur construit un hôpital au Kenya. Il y a le ministre des Affaires étrangères au Kenya qui arrive ouvrir un consulat dans les territoires occupés. C'est comme ça que ça marche. Et là, on ne peut pas parler de ce va-t-en-guerre marocain, entre guillemets, sans parler des Émirats arabes. Parce que les Émirats arabes, c'est le chéquier du roi. Donc ils viennent, tout ce que tu veux. Après, c'est lié aussi à Israël. Donc ça ne m'étonne pas que d'ici la fin de l'année, le Maroc va suivre aussi, lui aussi l'exemple du Bahreïn et des Émirats et reconnaître, à la limite, ça ne nous concerne pas. Mais je crois qu'il y a un enchevêtrement d'intérêts qui ont fait que le Maroc, pourquoi maintenant? Parce que le Maroc, le roi, on lui a demandé, les Émirats lui ont demandé de faire vite, parce que il y a une crise incroyable au Maroc. Quand on parle de pandémie uniquement, c'est 5000 cas jour. C'est terrible. Hier, j'ai vu une vidéo, ça fait vraiment très mal au cœur de voir les Marocains, la situation dans laquelle ils vivent. Ils n'ont pas de moyens. Le Mohamed Sissi, il est malade, tout le monde sait qu'il est malade. Donc il y a aussi des incertitudes. Comme nous, il est en Allemagne, il est constamment malade, il est 11 mois à l'extérieur, 1 mois au Maroc. Enfin, il vient de faire un discours, c'est pas. Oh, écoute, mais franchement, il y a une sacrée différence. Pour un jeune qui est né en 1964, franchement, il est trop vieux. Mohamed VI, il est malade, ça se voit, il est mal. En tous les cas, il y a un problème là-bas. Il y a un problème. Ne parlons pas de la richesse du roi, de la façon dont son empire gère le Maroc, mais, encore une fois, pour revenir à la question de Guerguelet, Sahara al-Gharbia, le Sahara occidental, ça lui permet de sortir la tête de l'eau. Ils n'existaient pas depuis 6 ans pratiquement. Et l'Algérie, chaque année, la même déclaration, la même résolution du Conseil de sécurité est réactivée chaque année, alors appelant à une solution habituellement acceptable et tout ça. Parfois, comme l'année dernière, au lieu d'une année, les Américains ont essayé d'adopter une résolution de 6 mois, la MINURSO. Mais c'est tout. C'est la même résolution réécrite. Donc, est-ce que l'Algérie, je vais juste rajouter à ça, est-ce que l'Algérie a intérêt à ce qu'il y ait une confrontation? Est-ce que le Sahara occidental peut faire la guerre sans l'Algérie? Là, je rejoins Jafar, c'est tout simplement impossible. Le Polisario n'existe pas sans nous. Il faut bien se... Non, sans nous, sans les officiels, sans le régime algérien. Voilà, sans le régime algérien. Sans le régime algérien. Parce que malheureusement, la cause sahraouie n'est pas populaire en Algérie. Non pas que les Algériens ne sont pas sensibles à la lutte de ce vaillant peuple, mais le régime algérien, depuis 62, l'utilise contre le peuple. C'est une voilà. Pas depuis 62. Tu fais à la maison, c'est comme un peu. Depuis 62. Tu sais, Ersan, pas 62. En 2002, j'avais fait un reportage à Liberté à la frontière à Oujda. On parlait d'une réouverture des frontières finalement en Maken-Wallo. Je l'avais intitulé Zoujbral est toujours là. Tu vois, elle s'appelle Zoujbral, la frontière. Quand tu lis le reportage, tu comprends, c'est les deux régimes, Zoujbral Hado. Je crois que les deux régimes tirent des avantages collatéraux de cette situation, y compris maintenant, Zama, bruit de bottes et tout ça. Le régime marocain, le Makhzen, qui est en très mauvaise posture en interne, le nôtre aussi. Nous, on est en crise politique. Il y a un effet de miroir. Absolument. Ils se neutralisent. Si tu permets, Raouf, je voudrais qu'on profite un peu de ton expertise sur le dossier pour nous dire un peu, parce qu'on a parlé
du Maroc qui est une puissance occupante, donc impliquée, de l'Algérie qui, on a bien compris, soutient le Polisario. Mais je voulais parler des Sahraouis qui vivent dans les camps, qui vivent pour une partie d'entre eux à Tindouf, qui pour une autre partie a investi la bande. Il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui le savent. Il y a entre 1/5 et 1/4 du territoire du Sahara occidental qui est contrôlé par le Polisario parce qu'il y a le mur de sécurité qui sépare la partie occupée par le Maroc de la partie qui est restée vacante et donc occupée par le Polisario. Est-ce que cette dynamique belliciste de facto, retour aux armes, etc., est-ce qu'elle est poussée par une faction, dans le Polisario, et est-ce qu'elle a des acteurs et des visages? Si tu permets, Ihsan, juste avant de répondre à cette question, je vais rapidement revenir sur la possibilité de guerre, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas circonscrit le projet comme... Tu peux faire l'inverse aussi, hein. Tu peux faire l'inverse, tu peux aussi répondre à la question et puis revenir sur la possibilité de guerre, parce qu'elles sont liées. Mais tu fais comme tu veux, là. Je pense que parler d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc est quelque chose d'extrêmement... C'est pas de ça qu'on parle, hein. Bien sûr, d'extrêmement... Non, on parle d'une guerre que l'Algérie laisserait faire entre le Polisario et le Maroc, hein, qu'on s'entende bien. Tout à fait. Et donc, sur le plan objectif, si on veut aborder cette question-là, l'Algérie n'a aucun intérêt à ouvrir un énième front sur son flanc gauche. Ça paraît évident. Mais en même temps, il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une exaspération, il y a un vrai ras-le-bol au sein des populations sahraouies, et ça rejoint ta question, mais aussi au sein du Polisario sur le plan de cette question. Les Sahraouis aujourd'hui, il faut le savoir que le territoire, comme tu l'as mentionné, 20% du territoire est entre les mains du Polisario, et ce sont des territoires que les Sahraouis appellent les territoires libérés, et de l'autre côté, 80% du territoire à l'ouest du mur des Sables est occupé par le Maroc. Mais une bonne partie de la population vit du côté marocain. Cette population-là, bien sûr, elle porte des discours qui sont variés, mais ce ne sont pas des discours dichotomiques, soit anti-marocains, soit pro-Polisario. La situation est beaucoup plus complexe. Les gens exigent surtout de la dignité, du respect, de la justice, et veulent sortir du statu quo. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est surtout une réponse de la communauté internationale pour pouvoir relancer un processus politique qui évitera le bruit des bottes. Oui, alors, tu voulais ajouter quelque chose sur... Oui. En fait, il y avait... D'ailleurs, nous sommes sur cet héritage. Il y a eu un début de solution, et qui malheureusement n'est pas allé jusqu'au bout, en 88-89 avec le traité de Marrakech et la constitution de l'Union du Maghreb arabe, qui comportait 5 États et dont l'Algérie était signataire. 5 États et non pas 6. Hein. Donc, et là-dedans, il y avait bien entendu, des pourparlers pour trouver une solution à la question sahraouie, parce qu'on voit bien le fond du problème porté par cette affaire qui est un véritable baril de poudre sous nos pieds. Et voilà, on voit bien, dans la situation tendue, on risque de le faire exploser. Donc il y a vraiment une vraie source d'inquiétude, parce que, vous savez, quand les engrenages se mettent en branle, il arrive un moment où on ne peut plus les arrêter. Et ça, les responsabilités sont très très en amont. Parce que voilà, faut pas, c'est un secret de polichinelle, on a des armées qui se sont suréquipées ces dernières années, qui se font face sur ces frontières, hein, et qui sont l'arme au pied. Il suffit d'une étincelle pour mettre le feu au fourneau. Effectivement, c'est le scénario catastrophe qu'il faut absolument écarter. Alors moi, quand tu parlais des déclarations du chef d'état-major, je pense que c'est surtout pour dire nous sommes là, pas d'aventure, et je l'interprète comme ça. Mais alors bon, il y avait une solution, c'est l'UMA, et bien entendu ça renvoie à la question plus fondamentale. L'enjeu, c'est le Maghreb, parce qu'on voit bien que cette affaire a interdit l'intégration maghrébine, et nous sommes aujourd'hui dans une reconfiguration complète sur un plan géopolitique, y compris du monde arabe, qui fait qu'aujourd'hui le Maghreb, c'est notre horizon stratégique, et cette affaire, il faut la régler
à l'intérieur du Maghreb, tout comme elle avait été initiée au sein de l'UMA. Il faut reprendre. Merci de me tendre. On n'aurait pas eu le problème libyen si on avait eu l'affaire de l'UMA, si on avait eu l'UMA aujourd'hui opérationnel. Vous voyez les conséquences catastrophiques du non-Maghreb. Non, c'est Kadhafi est un dictateur qui dans tous les cas, le peuple libyen voulait s'en débarrasser. Il n'y aurait pas eu l'ingérence qu'il y a eu s'il y avait eu l'UMA. Oui, ça peut. Oui, dit comme ça. Oui. Juste la question par rapport à ce que vient de dire, et je finirai tout à l'heure. Amina peut-être voudra dire quelque chose sur la question des enjeux régionaux. Aujourd'hui, on a le sentiment que si on ne veut pas avoir Israël dans la région, parce que tu as parlé d'un enchevêtrement qui en fait est en train de faire entrer Israël dans la région via le Maroc. Si on n'a pas envie d'avoir l'Israël dans la région, on est obligé de faire des concessions sur le dossier sahraoui. Je te laisse répondre à la question et puis je donne la parole à Amina, éventuellement pour donner son sentiment, et on finira avec Raouf à Tunis, rapidement. D'abord, je tiens à dire que effectivement, il y a une exaspération. Parce que tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu as dit le Maroc est en train et d'ici quelques temps, il peut rétablir ses relations avec Israël, et ce n'est pas nos oignons. Je pense que c'est un peu nos oignons quand même. Bon, bien sûr, c'est nos oignons. C'est son affaire, mais ça le touche directement. Nous sommes impactés, de fait. J'ai juste envie de dire que moi, j'ai été plusieurs fois dans les territoires occupés. Tifariti, je connais un peu. Chez la jeune Sahraoui, il y a une très grande envie de faire la guerre. Là, ça, c'est un constat personnel que j'ai fait. De faire la guerre, de se libérer par les armes. Par les armes. Parce qu'ils ont fait confiance, au à la direction du Polisario qui ne bouge pas. Ils ont l'impression qu'ils sont ballottés par les directions du Polisario. On leur promet l'année prochaine ça va changer, ça change pas. Les enfants ont grandi dans les territoires occupés. C'est pas facile de vivre à Tindouf à 45 degrés mois d'août. J'y étais là-bas, donc je sais ce que c'est terrible, c'est terrible. Donc il y a cette envie de la nouvelle génération de faire la guerre, récupérer leur terre. Maintenant, par rapport à la... J'ai perdu le fil de la discussion. C'est pas grave. Par rapport l'Union maghrébine. Moi, je milite pour une solution. Je pense que même l'Algérie doit changer un peu son approche du dossier. Nous sommes tous d'accord, c'est que c'est devenu une constante nationale. Est-ce que l'Algérie aurait dû accepter le plan Becker ? Enfin, l'Algérie l'a soutenu plus ou moins, mais le plan Becker qui proposait une transition de 5 ans d'autonomie avant le référendum. Absolument. Mais les Marocains l'avaient refusé. Mais maintenant, le conflit s'est enlisé. Il faut bien reconnaître qu'avec le temps, le Maroc a récupéré le pouvoir sur cette question. Le pouvoir, il a récupéré diplomatiquement. C'est lui qui mène la danse avec son histoire d'autonomie qui a été proposée depuis 2007. Donc l'Algérie, plutôt que de rester comme ça, comme l'a dit Rahabi, c'est à l'ONU, mais l'ONU, elle appartient à qui ? L'ONU, c'est les États-Unis, la France, n'est-ce pas, les grandes puissances. Elles nous sont défavorables. Donc je pense que l'Algérie, d'un point de vue de sécurité nationale, je pense pas de sécurité nationale algérienne, nous devons changer notre approche du dossier sahraoui. Je ne dis pas qu'il faut l'offrir en cadeau au Maroc, mais renégocier avec le Maroc directement, pourquoi pas ? Absolument. Moi, je pense à mon pays d'abord. Mon pays, notre peuple. Juste parce qu'on est obligé de finir là, on a largement débordé. On va faire d'autres émissions sur le Sahara occidental et peut-être même un format dédié au Sahara occidental. Le risque, alors le Maghreb, c'est un grand rêve des peuples dans la région, c'est un grand rêve aussi des démocrates dans la région, parce que quand on parle du Maghreb, on se projette tout de suite pour un Maghreb démocratique, de liberté, de libre circulation. Est-ce que finalement, on a payé avec le temps, on ne s'est pas mis, moi je suis partisan de l'autodétermination des peuples, je suis né indépendant grâce à ce principe-là, est-ce qu'on ne s'est pas mis à regarder un peu différemment que cette question du Sahara occidental qui fonctionne un peu comme un empêcheur de s'unifier au niveau du Maghreb? Oui, c'est en même temps un tort de se défaire de ces principes fondateurs pour une contextualisation d'une situation figée dans un instant T avec une conjugaison d'intérêts qui ne sont pas que naturels. Il y a des intérêts surfaits, il y a des penchements adoptés pour des velléités autres que la raison salvatrice du peuple en question, puisqu'on pense toujours aux plus opprimés. Donc, n'ayons pas, je te l'avais dit au début, de compétences particulières dans ce domaine. Je reste fidèle à ce principe de l'autodétermination des peuples et le droit à leur indépendance, mais je reste une farouche opposante, non aimante et détestatrice de la guerre.
sous toutes ces factions. Ouais. Et encore plus de la manipulation. Donc, comme il y a une rupture des liens de confiance et une rupture des liens de représentativité, de reconnaissance de la représentativité, j'ai du mal, tout comme le conflit palestinien, j'ai du mal à me reconnaître dans une position qui aurait comme interface seul le pouvoir dont nous avons hérité, dont nous subissons l'existence sous cette forme. Je pense que c'est une belle position, Madame Amina Haddad. Raouf, tu as signé ton article dans Toile, Guerguerat, moins qu'un début de guerre, plutôt un moyen de débloquer une situation diplomatique. Est-ce que tu en es aussi sûr que ça? Est-ce que ce n'est pas finalement peut-être le début d'une guerre? Le Maroc n'a pas envie d'avoir une guerre directe avec le Polisario, c'est une certitude. Du côté de Rabat, ce qu'il y a, c'est surtout une lassitude par rapport à une situation qu'il considère. Je rappelle encore une fois, il y a quand même deux conceptions de l'histoire qui s'affrontent. Le Polisario, l'Algérie notamment, considère que c'est une question décoloniale, mais le Maroc considère qu'il y a plutôt un droit historique lié notamment à des alliances qui ont été faites durant la moitié du XXe siècle. Et donc la perception même du conflit n'est pas la même. Mais à Rabat, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'après 20 ans de diplomatie tout azimut pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental, on arrive à un point d'achoppement où la situation ne se règle pas, mais en même temps, elle devient aussi une source de conflits et de violations constantes. Je rappelle le rapport du secrétaire général des Nations Unies a rapporté quand même 61 violations au cours de l'année 2019, faites à la fois par les deux protagonistes, marocains et sahraouis. Et donc la solution, la difficulté de comprendre ce conflit ne vient pas seulement des questions qui sont liées à la possibilité d'avoir une guerre directe, mais aussi à tous les enjeux géostratégiques et géopolitiques dont on n'a pas eu malheureusement la chance aujourd'hui de discuter, notamment l'ouverture d'un grand port sur les côtes du Sahara occidental, potentiellement un port chinois, la question du gazéoduc que le Maroc voudrait un jour voir et qui est, à mon sens, impossible, qui connecterait le Maroc au Nigeria. Il y a plein d'enjeux comme ça qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. Et je souscris totalement à l'idée que il ne faut plus voir le conflit, il faut changer de paradigme. Il ne faut plus voir le conflit au Sahara occidental comme étant une épine entre les pieds du Maroc et de l'Algérie, mais plutôt comme étant le début, la clé de voûte par lequel on peut arriver à un Maghreb uni, un Maghreb où tout un chacun aurait sa place, où la solution sur le Sahara occidental serait une solution acceptée par les deux parties. Voilà. Merci Raouf pour ton intervention. Je rappelle que tu es à Tunis et que tu es chercheur, analyste en géopolitique. Merci beaucoup Amina Haddad d'avoir participé à ce Café Presse Politique. Merci à Hassan Mouali, merci Jafar Lakhdari. Merci à nos amis auditeurs de nous rester fidèles au Café Presse Politique et à la semaine prochaine. Comme ça. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.